Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Thomas et Ruth formaient un couple uni par l'amour, pourtant leur vie reflétait le genre d'ordinaire qui les rendait facilement négligés. Leur maison de 2 chambres, nichée dans un quartier calme, portait le poids de leurs modestes rêves. Ruth, une femme au cœur tendre et à l'espoir inébranlable, aspirait à la seule chose qui semblait lui échapper, la maternité. Elle s'asseyait souvent près de la fenêtre de leur petit salon, regardant les enfants du quartier jouer, leur rire porté par la brise comme un rappel lancinant de ce qu'elle n'avait pas. Son cœur souffrait en silence alors qu'elle pensait aux années qui s'écoulaient sans qu'un enfant ne remplisse leur maison de joie. Thomas, de son côté, travaillait sans relâche pour maintenir à flot leur quincaillerie. L'entreprise suffisait à peine à couvrir leurs besoins, mais la monotonie de leur vie moyenne lui pesait lourdement. L'homme autrefois ambitieux qui avait de grands projets pour l'avenir se sentait maintenant comme l'ombre de lui-même. Malgré la tension, il y avait de l'amour. Thomas embrassait toujours Ruth au revoir chaque matin avant de partir au travail, et Ruth préparait toujours ses plats préférés avec soin. Mais il manquait quelque chose, un mur invisible grandissant entre chaque jour qui passait. Ruth le ressentait profondément, bien qu'elle ne dise rien, craignant que ses mots ne brisent la paix fragile qu'ils avaient. Elle se retrouvait à prier silencieusement la nuit, demandant à Dieu un miracle, quelque chose pour que Thomas la regarde comme il le faisait quand ils étaient jeunes mariés. Thomas, lui aussi, ressentait la distance, bien que sa réponse fût de s'enfouir dans le travail. Il ne pouvait pas avouer sa frustration à Ruth, ni la laisser voir le ressentiment croissant qu'il nourrissait pour leur vie stagnante. Ses amis avançaient, avaient des enfants, développaient des entreprises, et il ne pouvait s'empêcher de se sentir à la traîne. Au fil des jours devenus des semaines, la maison autrefois animée devint plus silencieuse. Les rires qu'ils partageaient autrefois se firent rares, remplacés par des sourires forcés et des conversations polies. Ils évitaient tous les deux d'aborder le sujet délicat, choisissant plutôt de vivre dans une routine fragile. Le désir de Ruth d'avoir une famille et la déception silencieuse de Thomas devinrent des fardeaux tacites qu'il portait seul. Et tandis que leur amour était toujours là, il était lentement enseveli sous le poids de leurs rêves inaccomplis, aucun d'eux ne sachant comment le déterrer. Après 2 ans de mariage et aucun signe de grossesse, Ruth suggéra qu'il consulte un médecin. C'était une suggestion qu'elle fit timidement, incertaine de la réaction de Thomas. Sa réaction initiale fut l'hésitation et il ne voulait pas affronter la possibilité que quelque chose n'aille pas chez l'un ou l'autre. Mais la persistance tranquille de Ruth et le désespoir dans ses yeux finirent par briser sa résolution. Ils prirent rendez-vous à la clinique de fertilité la plus proche, une décision qui remplit Ruth à la fois d'espoir et d'effroi. Alors qu'ils attendaient dans la salle d'attente, entourés d'autres couples aux prises avec des difficultés similaires, Ruth s'accrochait à la main de Thomas, priant silencieusement pour de bonnes nouvelles. Lorsque leurs noms furent enfin appelés, les murs blancs et stériles de la salle de consultation semblèrent se refermer sur elle. Les paroles du médecin furent douces mais dévastatrices, les chances de Ruth de concevoir naturellement étaient minces, presque négligeables. Thomas resta assis, abasourdi, tandis que les larmes de Ruth commençaient à couler. Le médecin mentionna des alternatives comme la FIV, mais le coût était exorbitant, bien au-delà de ce que leurs modestes revenus pouvaient supporter. Le trajet de retour à la maison fut étrangement silencieux. Ruth regardait par la fenêtre, incapable d'arrêter les larmes qui roulaient sur ses joues. Thomas serrait fermement le volant, son esprit parcouru de pensées qu'il ne pouvait mettre en mots. Il voulait réconforter Ruth, lui dire qu'il trouverait une solution, mais sa propre déception le maintenait silencieux. Au cours des semaines suivantes, ils consultèrent d'autres médecins, espérant un miracle, mais les résultats furent toujours les mêmes. L'optimisme tranquille de Ruth commença à s'estomper, remplacé par une lourde culpabilité qu'elle ne pouvait secouer. Elle se blâmait entièrement, convaincue d'avoir échoué en tant qu'épouse envers Thomas. Pendant ce temps, Thomas devenait de plus en plus frustré, non pas envers Ruth, mais envers la situation. Pourtant, sa frustration se répercutait souvent sur leurs interactions, rendant Ruth encore plus isolée. La tension commença à s'infiltrer dans leur vie quotidienne. Ruth se retira des rassemblements sociaux, incapable d'affronter les regards apitoyés des voisins et des amis qui s'enquéraient subtilement de savoir quand ils auraient des enfants. Elle évitait les événements familiaux où la vue de nièces et neveux ne faisait qu'approfondir sa douleur. Thomas, de son côté,
s'enterrait dans le travail, utilisant de longues heures au magasin comme excuse pour éviter d'affronter la distance grandissante entre eux. Lorsque Ruth suggéra l'adoption un soir, sa voix timide et incertaine, Thomas rejeta l'idée presque immédiatement. « Nous n'en avons pas les moyens, dit-il sans la regarder dans les yeux. Mais la vérité était qu'il n'était pas prêt à renoncer au rêve d'avoir un enfant biologique. Et ainsi, ils continuèrent en silence, leur maison autrefois remplie de rires ressemblant maintenant à une prison où l'espoir venait mourir. Un soir fatidique, après une autre visite infructueuse chez le médecin, la tension entre Thomas et Ruth éclata finalement. Ils étaient assis l'un en face de l'autre à la table du dîner, le cliquetis des couverts étant le seul son qui emplissait le silence étouffant. Ruth, qui avait passé toute la journée à ruminer leur situation, décida de poser la question qui la hantait. « Crois-tu encore en nous, Thomas » demanda-t-elle doucement, sa voix tremblante. Ses yeux, remplis de désespoir et de désir, se fixèrent sur son visage, cherchant du réconfort. Thomas leva les yeux de son assiette, son expression un mélange d'épuisement et de frustration. Pendant un instant, il ne dit rien, et le silence s'étira insupportablement. Finalement, il soupira lourdement et marmonna, « Je ne sais pas, Ruth. Je ne sais pas si je peux continuer à faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. » Ces mots brisèrent quelque chose au plus profond de Ruth. Elle sentit les larmes monter, mais elle refusa de les laisser couler. « Faire semblant. » répéta-t-elle, la voix brisée. « C'est ça pour toi ? Faire semblant. » Sa douleur se transforma en colère, et elle se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. « J'ai tout fait pour que ça marche, Thomas. J'ai sacrifié, j'ai prié, j'ai supplié, et tout ce que tu peux dire, c'est que tu es fatigué de faire semblant. » La propre frustration de Thomas déborda, et il se leva également, sa voix s'élevant. « Je suis fatigué de me sentir comme un échec, Ruth. Chaque jour, je vois tout le monde autour de moi avancer alors que nous sommes coincés au même endroit. Sais-tu ce que ça fait ? De sentir que peu importe tes efforts, ce n'est jamais assez. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un poignard, coupant profondément dans le cœur de Ruth. Cette nuit-là, Thomas dormit sur le canapé, fixant le plafond alors que la culpabilité et le ressentiment se livraient bataille en lui. Ruth était allongée dans leur lit, les larmes coulant silencieusement sur son visage alors qu'elle serrait l'oreiller qui portait encore son odeur. Au matin, Thomas avait pris une décision. Il fit un petit sac et dit à Ruth qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir. Elle le supplia de ne pas partir, sa voix brisée par l'émotion, mais sa décision était prise. Alors qu'il franchissait la porte, Ruth s'effondra sur le sol, sanglotant de manière incontrôlable. La vie qu'ils avaient construite ensemble, aussi fragile soit-elle, sembla s'écrouler à cet instant, la laissant seule dans les décombres. La décision de Thomas de quitter Ruth ne fut pas prise à la légère, mais une fois prise, il se convainquit que c'était pour le mieux. Il emballa ses affaires tranquillement ce matin-là, évitant le visage de Ruth, strié de larmes. Sa voix douce et désespérée brisa sa résolution lorsqu'elle demanda, « Thomas, tu me quittes vraiment ?» Sa question resta en suspens, lourde de douleur. Il se tourna pour la regarder, son expression froide mais conflictuelle. « J'ai besoin de savoir ce que je veux, Ruth, » répondit-il, son ton dépourvu d'affection. Les mots blessèrent Ruth plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible, et ses jambes cédèrent sous elle. Elle s'affaissa sur le sol, sanglotant de manière incontrôlable, tandis que l'homme qu'elle aimait et avec qui elle avait construit sa vie franchissait la porte sans se retourner. Pour Ruth, son départ marqua le jour le plus sombre de sa vie. La maison qu'ils avaient construite ensemble semblait maintenant insupportablement vide. Partout où elle se tournait, elle voyait des rappels de leur vie commune. La photo de mariage sur la cheminée, le projet à moitié terminé dans la chambre d'amis qui devait être une chambre d'enfant, la tasse de café qu'il utilisait chaque matin. Elle passa les premiers jours dans un état second, rejouant leur dernière dispute encore et encore dans son esprit, essayant de comprendre comment ils en étaient arrivés là. Son cœur souffrait d'une douleur qui la laissait physiquement épuisée. Elle mangeait à peine, son appétit perdu à cause du chagrin rongeur dans sa poitrine, et elle passait ses nuits à pleurer jusqu'à s'endormir. Pendant ce temps, Thomas luttait avec ses propres émotions. Bien qu'il soit parti pour échapper au poids étouffant de leur lutte, il ne trouva aucun réconfort dans sa solitude. Son appartement loué lui semblait froid et impersonnel, et il était hanté par le souvenir des supplications larmoyantes de Ruth. Mais il repoussa ses pensées, se disant qu'il avait besoin de temps pour se concentrer sur ses affaires et reconstruire son identité.
Il se jeta dans le travail, utilisant les longues heures comme une distraction de la culpabilité qu'il ne voulait pas reconnaître. Pourtant, chaque fois qu'il fermait les yeux la nuit, il voyait le visage brisé de Ruth, et cela le remplissait d'une onde silencieuse et inexprimée. Dans les semaines qui suivirent le départ de Thomas, Ruth se retrouva projetée dans une dure réalité. Avec Thomas parti, elle devait trouver comment joindre les deux bouts toute seule. Elle chercha du travail sans relâche, mais ses compétences limitées et son état émotionnel rendaient presque impossible de trouver quelque chose de décent. Elle finit par accepter des petits boulots, nettoyant des maisons, servant des tables et faisant des courses pour quiconque était prêt à payer. Le travail était exténuant et le salaire maigre, mais c'était tout ce qu'elle avait. Chaque jour, elle se réveillait le cœur lourd, se forçant à continuer malgré le sentiment accablant d'abandon qui menaçait de la consumer. Ruth dut également faire face au jugement sévère de son entourage. La communauté, autrefois chaleureuse et solidaire, la traitait maintenant avec pitié ou dédain. Des amis qui l'invitaient autrefois à prendre le thé l'évitaient maintenant, ne sachant que dire. Certains chuchotaient dans son dos, spéculant sur les raisons du départ de Thomas. Peut-être qu'elle ne pouvait pas lui donner ce qu'il voulait, dit une voisine assez fort pour que Ruth l'entende en passant. Le mot la blessa, renforçant la culpabilité et le sentiment d'inadéquation qu'elle ressentait déjà. Ruth apprit à s'endurcir contre les regards et les chuchotements, mais chaque rencontre ébranlait un peu plus sa confiance fragile. Malgré tout, Ruth commença à trouver de petits moments de force. Elle commença à tenir un journal, déversant ses sentiments sur les pages comme un moyen de traiter sa douleur. Elle trouva du réconfort dans sa foi, passant des heures en prière silencieuse, demandant à Dieu direction et force. Bien que ses journées fussent remplies de luttes, elle s'accrochait à la conviction que ce n'était pas la fin de son histoire. Elle se rappelait qu'elle avait survécu au chagrin d'amour causé par le départ de Thomas, et qu'elle pouvait survivre à cela aussi. Lentement, elle commença à reconstruire sa vie, un petit pas douloureux à la fois. Pendant que Ruth se battait pour rester à flot, la vie de Thomas prit un tournant inattendu. Sa quincaillerie, qui luttait depuis des années, décrocha soudainement un projet majeur. Une entreprise de construction avait besoin d'un fournisseur fiable pour ses matériaux, et le magasin de Thomas correspondait parfaitement. Le contrat valait plus qu'il ne l'avait jamais imaginé, et il marqua le début d'une ascension fulgurante de sa fortune. Grâce à cet afflux de revenus, il put élargir son inventaire, embaucher plus de personnel et même ouvrir un deuxième emplacement. Pour la première fois depuis des années, Thomas avait l'impression de réussir enfin, et le sentiment d'accomplissement était enivrant. Le succès retrouvé de Thomas lui valut attention et admiration. Des associés louèrent son éthique de travail, et des amis qu'il avait autrefois rejetés comme « juste un autre petit commerçant » le traitaient maintenant avec respect. Il améliora son style de vie, emménageant dans un appartement luxueux et achetant une nouvelle voiture élégante. La richesse et le statut comblèrent un vide en lui, un vide dont il n'avait même pas réalisé l'existence. Mais même s'il se prélassait dans son succès, il y avait un vide persistant qu'il ne pouvait secouer. Il essaya de le rejeter, se convainquant que ce n'était que l'adaptation à sa nouvelle vie, mais au fond de lui, il savait que c'était plus que cela. L'absence de Ruth était une ombre qui le suivait partout. Bien qu'il s'autorisât rarement à penser à elle, elle hantait les moments de calme où il était seul. Il se demandait comment elle allait, si elle était passée à autre chose, si elle le haïssait d'être partie. Mais il repoussait ses pensées, se concentrant plutôt sur son prochain grand projet. Dans son esprit, il avait fait le bon choix, s'il était resté, il n'aurait jamais atteint ce niveau de succès. Pourtant, le sentiment lancinant que quelque chose manquait persistait, un rappel silencieux que l'argent et le succès ne pouvaient combler le vide que Ruth avait laissé derrière elle. Avec sa nouvelle richesse et son statut, Thomas se retrouva entouré de gens désireux de se prélasser dans son succès. Parmi eux se trouvait Sandra, une femme d'une beauté saisissante qui ne cachait pas son intérêt pour lui. Sandra était tout ce que Ruth n'était pas, confiante, glamour et affirmée. Elle dégageait un air de sophistication qui attira immédiatement l'attention de Thomas, et avant longtemps, elle s'était frayé un chemin dans sa vie. Sandra était le genre de femme qui exigeait de l'attention, et Thomas, encore aux prises avec le vide dans son cœur, la trouva enivrante. Leur relation progressa rapidement, alimentée par son charme et son empressement à tourner la page sur son passé. Thomas se convainquit que Sandra représentait un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre exempt des luttes et des déceptions qu'il avait endurées avec Ruth. Sandra s'épanouissait dans le monde de luxe et de succès de Thomas. Elle aimait les belles choses de la vie et n'avait aucun scrupule à profiter de la nouvelle richesse de Thomas. Dîners coûteux,
vêtements de marque, vacances somptueuses, Sandra voulait tout, et Thomas était impatient de le lui offrir. Au début, sa confiance et sa personnalité audacieuse étaient rafraîchissantes, un contraste frappant avec la résilience tranquille qu'il avait connue avec Ruth. Mais avec le temps, l'arrogance de Sandra commença à se manifester. Elle avait peu de patience pour tout ce qui ne servait pas ses intérêts, et elle rejetait souvent les pensées ou les préoccupations plus profondes de Thomas comme étant sans importance. Pourtant, Thomas choisit d'ignorer les signaux d'alarme, se convainquant que Sandra était exactement ce dont il avait besoin pour échapper à son passé. Malgré ses efforts pour embrasser sa nouvelle vie, Thomas ne pouvait pas échapper complètement au vide persistant en lui. Il y avait des moments, tard dans la nuit quand Sandra dormait, où ses pensées revenaient à Ruth. Il se demandait si elle avait trouvé le bonheur, si elle avait réussi à reconstruire sa vie après son départ. La culpabilité qu'il avait enfouie au plus profond de lui commençait à refaire surface dans ces moments de calme, mais il la repoussait rapidement. Après tout, Sandra était là maintenant, lui offrant l'excitation et la validation qu'il pensait vouloir. Pourtant, peu importe à quel point il essayait de se convaincre du contraire, une partie de lui savait que la richesse et le glamour ne pouvaient remplacer ce qu'il avait perdu avec Ruth. Pendant que Thomas était occupé à construire sa nouvelle vie avec Sandra, Ruth luttait pour recoller les morceaux de la sienne. Les petits boulots qu'elle prenait couvraient à peine son loyer et ses besoins essentiels, et elle se couchait souvent le ventre vide, mais l'esprit agité par des pensées de survie. Malgré ces difficultés, le cœur de Ruth souffrait non seulement pour elle-même, mais aussi pour Thomas. Elle l'aimait toujours, même après qu'il l'ait abandonnée, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment il allait. Elle avait entendu des rumeurs sur son succès, la nouvelle voiture, le style de vie somptueux, et bien que cela lui fasse mal de savoir qu'il prospérait alors qu'elle joignait à peine les deux bouts, une partie d'elle était soulagée qu'il aille bien. Un soir, après des semaines de débats intérieurs, Ruth décida de le contacter. Ruth composa un message sincère, y déversant ses pensées et ses sentiments. Elle raconta à Thomas ses difficultés, combien il lui manquait, et comment elle croyait toujours qu'ils pourraient retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Ses mains tremblaient alors qu'elle appuyait sur « Envoyer », son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Les jours se transformèrent en semaines, mais il n'y eut aucune réponse. Thomas ne répondit pas, ne reconnut même pas son message. Ruth essaya de nouveau, cette fois en gardant son message court et simple, demandant seulement s'il allait bien. Encore une fois, aucune réponse. Chaque fois que son téléphone vibrait, elle espérait que c'était lui, mais ce n'était jamais le cas. Le silence de Thomas était assourdissant, un rappel cruel qu'il était passé à autre chose alors qu'elle restait coincée dans les ruines de leur vie commune. Pour Thomas, les messages de Ruth étaient une source d'inconfort. Il les voyait et ressentait une pointe de culpabilité, mais il se disait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Il était trop occupé par ses projets, trop investi dans sa nouvelle vie avec Sandra. Il ne voulait pas affronter la douleur et la responsabilité qui découlaient de la reconnaissance des paroles de Ruth. Sandra remarqua la tension en lui chaque fois que son téléphone vibrait et commença à se m. C'est pour le bébé. Les yeux d'Edith s'écarquillèrent, le choc se lisant immédiatement sur son visage. Oh mon Dieu, Karen, depuis combien de temps sais-tu? Les lèvres de Karen se courbèrent en un sourire faible, presque amer. Assez longtemps. Edith tendit la main par-dessus la table, saisissant celle de Karen. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle, la voix tendue d'inquiétude. L'expression de Karen ne vacilla pas. J'ai déjà été transférée à l'hôpital où Lisa est inscrite. Je me suis assuré d'être là le moment venu. Les sourcils d'Edith se froncèrent. Karen, es-tu sûre? C'est beaucoup à porter. Karen retira doucement sa main, secouant la tête. Je dois aller jusqu'au bout, selon mes conditions. Un moment, le silence pesa lourdement entre elles, rompu seulement par le cliquetis des couverts autour du café. Promets-moi que tu prendras soin de toi, dit finalement Edith, ses yeux brillants. Karen offrit un sourire doux mais ne répondit pas. Elle se leva, lissant son manteau, laissant Edith digérer la profondeur de ce qu'elle venait de partager. Karen ne s'était jamais sentie aussi seule, mais aussi jamais aussi certaine de ce qu'elle devait faire. Lisa était assise seule dans son appartement, le bourdonnement du ventilateur de plafond ne faisant que peu pour calmer ses pensées agitées. Ses mains reposaient sur son ventre arrondi, l'anxiété la rongeant. Dernièrement, de subtils malaises s'étaient accentués. Crampes sourdes, vertige et une fatigue soudaine qu'elle ne parvenait pas à chasser. Elle l'avait ignoré lors de sa dernière visite de contrôle, ne voulant pas paraître fragile,
surtout pas devant Jérémie. Mais maintenant, alors qu'elle sentait une autre contraction lui traverser le flanc, la panique s'insinua en elle. Elle attrapa son téléphone, composant le numéro de Jérémie avec des doigts tremblants. « Jérémie, peux-tu venir ?» demanda-t-elle dès qu'il répondit, la voix tendue. « Je ne me sens pas bien. » À l'autre bout du fil, la voix de Jérémie s'adoucit d'inquiétude. « J'arrive bientôt, Lisa. Ne t'inquiète pas. » Dès qu'il raccrocha, il jeta un coup d'œil à l'horloge. Il devait retrouver Karen pour dîner dans moins d'1 heure. Il hésita une seconde avant d'attraper sa veste, sortant sans même envoyer un SMS à Karen. Pendant ce temps, Karen se tenait dans leur cuisine, la table déjà mise, jetant des coups d'œil répétés à son téléphone. Elle nota le silence, l'absence du message habituel « Je suis en retard » auquel elle s'était habituée. Mais il n'y avait aucune irritation ce soir. Au lieu de cela, elle rangea calmement le dîner et se retira dans sa chambre. Allongée sur le lit, elle fixa le plafond, reconstituant ce qu'elle soupçonnait. Son récent transfert à l'hôpital signifiait qu'elle avait accès aux mises à jour internes des patients, ce que Jérémie ne réalisait pas. Plus tard dans la soirée, en vérifiant discrètement les listes de patients, elle remarqua le nom de Lisa signalé sous observation pour complications bénignes. Les lèvres de Karen se resserrèrent. Elle nota discrètement les dossiers de l'hôpital, mémorisant la date d'accouchement de Lisa, désormais consciente que la grossesse de Lisa devenait plus délicate. Alors qu'elle se rallongeait, Karen sentit une vague de calme froid s'installer en elle. Quels que soient les rebondissements de ce voyage, elle était déterminée à être prête à y faire face le moment venu. Les journées de Karen à son nouvel hôpital ressemblaient à un pas dans un monde différent. Fini les visages familiers des collègues qui avaient travaillé à ses côtés pendant des années. Maintenant, elle marchait parmi des étrangers qui respectaient sa compétence, mais ne savaient rien du tumulte qui couvait sous son extérieur calme. Elle se jeta dans ses tâches avec une concentration implacable, assistant aux accouchements, supervisant les soins prénatals et s'assurant d'être affectée aux gardes clés. Chaque tâche qu'elle accomplissait était méthodique, précise, calculée. Elle s'était déjà discrètement assurée que son nom figurait parmi les sages-femmes expérimentées, programmées pendant la période d'accouchement prévue de Lisa, une manœuvre discrète que personne ne remit en question. Chaque soir, elle rentrait chez Jérémie, les murs entre plus hauts que jamais, ses conversations mesurées mais agréables. Jérémie semblait soulagé par son attitude inchangée, ignorant toujours à quel point elle était proche de dénouer tout ce qu'il pensait cacher. Un soir, alors qu'elle pliait du linge dans leur chambre, Jérémie s'approcha d'elle avec hésitation. « Karen, tu as tellement travaillé ces derniers temps. Est-ce que ça va ?» Son ton exprimait une réelle inquiétude, la culpabilité subtilement gravée en dessous. Karen leva les yeux, pliant soigneusement une de ses chemises. « Je vais bien. Le travail me tient occupée, répondit-elle doucement, ses yeux ne s'attardant jamais assez longtemps pour inviter d'autres questions. Jérémie hocha la tête, incapable de se défaire du sentiment que quelque chose avait changé entre eux, mais incapable de le situer. Alors qu'il quittait la pièce, Karen s'assit sur le bord du lit, fixant d'un air absent la pile de vêtements pliés. Intérieurement, elle se blindait, fermant chaque fenêtre émotionnelle qui la laissait autrefois vulnérable. Elle savait que le jour viendrait où son silence se briserait comme un raz-de-marée, mais jusque-là, elle contrôlait le récit. Pièce par pièce, elle se préparait pour ce moment final où tout se mettrait en place, et où elle seule détiendrait le pouvoir. Jérémie arpentait l'appartement de Lisa, la lueur du téléviseur vacillant en arrière-plan, tandis qu'elle était allongée sur le canapé, la main posée protectrice sur son ventre. « Je veux que tout soit prêt le moment venu, murmura-t-il en passant une main dans ses cheveux. Lisa l'observa attentivement, sentant son conflit intérieur. « Tu as à peine parlé de Karen ces derniers temps, remarqua-t-elle sèchement, sa voix douce mais ferme. Es-tu sûr d'être préparé à ce qui va se passer après l'arrivée du bébé ?» Jérémie soupira lourdement, évitant son regard. « Je trouverai une solution, une étape à la fois. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Il avait déjà commencé des enquêtes discrètes, contactant des maternités privées et discutant des préférences d'accouchement avec le médecin de Lisa, tout cela sans réaliser que Karen avait depuis longtemps pris sa place au sein même du système qu'il pensait contrôler. Plus tard dans la soirée, de retour à la maison, Jérémie s'assit sur le bord du lit, faisant défiler son téléphone pendant que Karen lisait tranquillement. Sans lever les yeux, elle demanda « Tout va bien ?» Jérémie rangea rapidement son téléphone, se forçant à sourire. « Oui, je vérifiais juste quelque chose pour le travail. »
Karen hocha la tête, son expression indéchiffrable, puis retourna à son livre. Sous la surface, l'esprit de Jérémie s'emballait, déchiré entre les deux femmes dont il jonglait les vies comme du verre fragile. Il pensait avoir soigneusement orchestré l'accouchement de Lisa loin du monde de Karen, s'assurant qu'il n'y aurait pas de chevauchement, pas de confrontation. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Karen s'était déjà positionnée parfaitement, se déplaçant silencieusement à chaque étape de son plan. Alors qu'il s'allongeait et fermait les yeux, Jérémie se persuada que tout était sous contrôle. Karen, cependant, avait toujours eu 5 longueurs d'avance, et bientôt, la façade soigneusement construite sur laquelle il comptait se briserait sous ses yeux. La froideur entre Karen et Jérémie devenait de plus en plus palpable, bien qu'aucun des deux n'en parlât ouvertement. Karen accomplissait méticuleusement sa routine quotidienne, servant les repas, pliant le linge, offrant une conversation polie lorsque nécessaire, mais sa chaleur avait entièrement disparu. C'était comme si elle s'était détachée émotionnellement, accomplissant ses tâches comme une horloge, sans jamais manquer un battement, mais sans jamais révéler la moindre fissure dans sa façade. Jérémie le remarqua dans les petites choses. La façon dont elle ne l'attendait plus, le manque de profondeur de son sourire, sa réaction à peine perceptible à ses excuses. Un soir, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre pendant le dîner, Jérémie tenta de combler la distance grandissante. « Karen, tu as à peine dit 2 mots ce soir. Est-ce que ça va entre nous ?» Sa voix portait une incertitude, sondant doucement. Karen leva les yeux, son regard calme mais indéchiffrable. « Nous allons bien, Jérémie. »« Tout est comme il se doit, » répondit-elle doucement, son ton dépourvu d'accusation. Mais sous son immobilité, elle se retirait, rassemblant la force qu'elle déchaînerait bientôt, le moment venu. Après que Jérémie eut quitté la table, Karen resta assise, ses doigts traçant distraitement le bord de son verre. Elle ne s'accordait plus le luxe de la colère. À quoi bon la confrontation alors qu'elle avait déjà silencieusement le dessus? Chaque nuit, tandis que Jérémie sombrait dans un sommeil agité à côté d'elle, elle restait éveillée, répétant comment la fin se déroulerait. Elle s'était positionnée stratégiquement à l'hôpital et surveillait de près les progrès de Lisa. Il y avait quelque chose d'étrangement libérateur à jouer le rôle de l'épouse docile, tout en sachant, intérieurement, qu'elle orchestrait le moment parfait pour l'exposer. La froideur qu'il sentait n'était pas de l'amertume, c'était du contrôle. Contrôle sur ses émotions, sur ses prochaines étapes, sur le récit que Jérémie pensait stupidement dicter. Et Karen n'avait aucune intention de sortir de son rôle jusqu'à ce que cela ait le plus grand impact. C'est un samedi après-midi nuageux qu'Edith décida qu'elle en avait assez vu. Des semaines d'observation subtile, le sourire contrôlé de Karen, l'énergie nerveuse de Jérémie, la tension silencieuse entre eux, l'avaient finalement poussée à agir. Elle invita Jérémie sous prétexte d'avoir besoin de conseils sur un projet professionnel, le prenant au dépourvu lorsqu'il arriva à son appartement. Alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, Edith ne perdit pas de temps à tourner autour du pot. « Jérémie, commença-t-elle prudemment, les yeux fixés sur lui, « puis-je te demander quelque chose sans les politesses habituelles ?» Jérémie haussa un sourcil, esquissant un rire forcé. « Bien sûr, qu'est-ce qui te préoccupe ?» Edith se pencha en avant, sa voix basse mais directe. « Y a-t-il quelque chose que tu ne dis pas à Karen ? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu caches quelque chose. » Le sourire de Jérémie vacilla, la tension raidissant sa mâchoire. « Je ne suis pas sûr de ce que tu insinues, » dit-il en se tortillant mal à l'aise. Edith ne recula pas. « Jérémie, je connais Karen depuis assez longtemps pour voir quand elle se renferme. Elle est distante, elle est froide, et ce n'est pas le genre de femme à se retirer sans raison. » Elle laissa ses mots en suspens, le regardant se tortiller. Jérémie déglutit, se forçant à un calme qu'il ne ressentait pas. Karen a juste été très occupée par son travail, c'est tout. Il n'y a rien qui ne va pas. Mais Edith n'était pas convaincue. Elle se pencha en arrière, croisant les bras. Si tu en es si certain, alors j'espère que tu es préparé aux conséquences quand elle arrêtera enfin de faire semblant. Son regard s'attarda avec insistance avant qu'elle ne se lève, signalant la fin de la conversation. Jérémie partit, mal à l'aise, les mots d'Edith résonnant dans son esprit. Ce qui le troublait le plus, c'était de réaliser que, malgré ses efforts pour garder sa double vie séparée, les murs commençaient à se refermer, et il n'avait aucune idée de tout ce que Karen avait déjà découvert. C'est une nuit agitée que Lisa ressentit la première vive douleur lui traverser l'abdomen. Elle se tourna mal à l'aise dans son lit, l'ignorant d'abord comme une autre fausse contraction,
quelque chose que son médecin l'avait prévenu qui pourrait arriver à l'approche de sa date d'accouchement. Mais au fil des minutes, l'inconfort s'intensifia, et bientôt, la panique vacilla dans sa poitrine. Elle attrapa son téléphone avec des doigts tremblants et composa le numéro de Jérémy, la voix tendue. « Jérémy, quelque chose se passe. » Les contractions, elles sont rapprochées. À l'autre bout du fil, Jérémy sursauta, passant immédiatement en mode crise. « J'arrive, promit-il rapidement, attrapant ses clés et se précipitant dehors sans hésitation. Son esprit tourbillonnait alors qu'il conduisait dans les rues faiblement éclairées. Il avait méticuleusement tout organisé, l'hôpital, le médecin, s'assurant que Karen restait ignorante. Mais tout cela s'effaça maintenant alors que l'urgence obscurcissait ses pensées. Tout ce qui lui importait était d'amener Lisa à l'hôpital en toute sécurité. À leur arrivée, Lisa fut rapidement admise, sa respiration superficielle alors que les infirmières la conduisaient en fauteuil roulant à la maternité. Jérémy resta à ses côtés, lui tenant la main fermement, lui chuchotant des paroles rassurantes. Mais dans le chaos, il ne remarqua pas un détail crucial. Le nom de Karen figurait discrètement sur la liste des sages-femmes expérimentées de l'hôpital pour la nuit. Les contractions de Lisa devinrent plus fortes, et le personnel médical prépara la salle avec une précision efficace. Jérémy jeta un coup d'œil anxieux autour de lui, attendant l'arrivée de la sage-femme de service. Alors que des pas résonnaient dans le couloir, il leva à peine les yeux, trop consumé par l'inquiétude pour Lisa. Il ne savait guère que le moment qu'il craignait le plus était sur le point de se dérouler d'une manière à laquelle il ne s'était pas préparé. L'illusion soigneusement construite qu'il avait maintenue pendant des mois était sur le point de s'effondrer, et de l'autre côté de cette porte attendait silencieusement la seule femme qui avait tout orchestré sans qu'il ne s'en rende jamais compte. Le léger bruit de pas feutrés résonna dans le couloir de l'hôpital alors que Karen se dirigeait d'un pas décidé vers le poste des infirmières. Son expression était indéchiffrable, mais à l'intérieur, elle sentait le changement pour lequel elle s'était méticuleusement préparée. Plus tôt dans la soirée, son superviseur lui avait remis les derniers dossiers d'accouchement, des affectations de routine, à l'exception d'un seul. Ses yeux avaient calmement parcouru le nom de Lisa, sa date d'accouchement officiellement arrivée, le dossier reposant maintenant entre les mains de Karen. Elle le signa sans hésitation, son stylo glissant doucement sur le papier. Alors que les infirmières s'affairaient autour d'elle, aucune ne soupçonna que ce n'était pas juste une autre garde de nuit pour elle. C'était le moment qu'elle avait soigneusement chorégraphié, s'assurant que personne ne remarquait à quel point elle avait surveillé de près les progrès de Lisa au cours des derniers mois. Elle enfila ses gants et ajusta sa blouse, chaque mouvement précis, mécanique, mais vibrant en dessous d'un courant de calme glacial. Dans la salle d'accouchement, Lisa était allongée sur le lit, le visage tordu par la douleur alors que les infirmières la préparaient pour le travail. Jérémy planait nerveusement à ses côtés, lui épongeant la sueur du front, murmurant des paroles rassurantes auxquelles il croyait à peine lui-même. L'infirmière qui s'occupait de Lisa s'excusa, les informant que la sage-femme expérimentée arriverait sous peu. Jérémy enregistra à peine le commentaire, trop concentré sur la respiration difficile de Lisa. Quelques instants plus tard, la porte grinça et Karen entra, un dossier à la main, les yeux calmes alors qu'elle examinait la pièce. Au moment où son regard croisa celui de Jérémy, le temps sembla se figer. Son visage se vida de toute couleur, la reconnaissance vacillant violemment sur ses traits. Karen ne broncha pas. Elle offrit un signe de tête professionnel, sa voix sèche. « Bonsoir. Je superviserai l'accouchement. » Pendant un battement de cœur, le silence s'abattit, épais et suffocant. Lisa, inconsciente, laissa échapper un autre cri de douleur, ramenant l'attention de Jérémy sur elle. Pourtant, Karen resta stable, chacun de ses mouvements délibérés, cachant la tempête qui grondait en elle. Ce soir, elle était aux commandes. Le pouls de Jérémy tonnait dans ses oreilles, ses yeux fixés sur Karen alors qu'elle se déplaçait dans la pièce avec une précision glaçante. Il se sentait paralysé, incapable de concilier la femme qui se tenait devant lui ou la même femme qu'il avait laissée à la maison d'innombrables nuits, l'épouse qu'il avait considérée comme inconsciente avec la présence imposante qui supervisait maintenant l'accouchement de Lisa. La panique s'enroula dans sa poitrine, mais le visage de Karen ne trahissait rien. Elle resta calme, parlant posément aux infirmières, vérifiant les signes vitaux de Lisa, ne laissant jamais son regard s'attarder trop longtemps sur lui. Jérémy sentit le poids de la prise de conscience s'installer lourdement. Elle savait, elle avait toujours su, et elle l'avait laissé marcher aveuglément vers ce moment, orchestrant chaque élément sans dire un mot. Sa gorge se serra,
mais les gémissements de Lisa ramenèrent son attention sur elle. Il serra plus fort sa main, incertain de la manière de gérer la scène qui se déroulait autour de lui. La voix de Karen trancha ses pensées. « Lisa, vous vous débrouillez très bien. Concentrons-nous sur votre respiration. » Elle se positionna près du lit, sa présence inébranlable. Jérémie tenta de croiser son regard, de lui faire signe de quelque chose ou des excuses, des regrets, n'importe quoi, mais elle ne broncha pas. Elle ne parlait qu'à Lisa, son attitude totalement professionnelle. À l'intérieur, l'esprit de Jérémie s'emballait chaotiquement. Karen avait-elle planifié cela? Était-ce tout délibéré? Il sentait la pièce se resserrer autour de lui, les murs se rapprocher. Lisa, dans sa douleur, restait heureusement inconsciente, agrippant sa main plus fort à chaque contraction. Il déglutit difficilement, sachant que ce n'était pas un accident. Karen l'avait soigneusement conduit ici, et maintenant il n'y avait aucun moyen d'échapper au poids de son message silencieux. Elle n'avait pas besoin de le confronter avec des mots. Sa présence ici disait tout, et Jérémie, pour la première fois, se sentit complètement impuissant. Les cris de Lisa devinrent plus aigus, l'intensité du travail atteignant son paroxysme alors qu'elle serrait la main de Jérémie, inconsciente des courants sous-jacents qui tourbillonnaient autour d'elle. Karen, toujours calme, se déplaçait avec une aisance professionnelle, guidant l'équipe médicale comme si rien d'inhabituel ne se déroulait. Mais sous son extérieur serein, son cœur battait la chamade dans ses oreilles. Chaque regard vers Jérémie, un autre rappel de la trahison qui les avait conduits ici. Elle garda son attention sur Lisa, offrant des instructions fermes mais aimables, masquant habilement la tempête qui couvait en elle. Chaque contraction, chaque cri, chaque souffle haletant de Lisa ressemblait à une étrange ironie. Karen, l'épouse, aidant à mettre au monde l'enfant de la maîtresse, sachant pertinemment les couches de tromperie en jeu Jérémie, pendant ce temps, luttait pour se concentrer. La sueur perlait sur son front, mais pas à cause de la chaleur de la salle de travail. Il regardait alternativement le visage impassible de Karen et celui, douloureux, de Lisa, l'effroi lui tordant l'estomac. La tension s'alourdissait à chaque seconde qui passait. Lisa haleta, le regardant désespérément. « Jérémie, ça va? Tu es si pâle. » Il se força à sourire, hochant la tête. « Je vais bien, concentre-toi juste sur toi, d'accord ?» Karen surprit. Chaque doute que Sandra avait semé dans son esprit, pourtant quelque chose à ce sujet ne semblait pas juste. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, sa voix soigneusement neutre. Sandra hésita juste assez pour rendre son mensonge crédible. « C'était glissé dans un des livres de la chambre d'amis, » dit-elle en baissant les yeux. « Je ne fouinais pas, je te le jure. J'ai juste pensé que tu méritais de savoir. » Thomas hocha la tête, sa mâchoire se crispant alors qu'il posait la lettre. Il ne confronta pas Ruth immédiatement, mais la graine du doute que Sandra avait plantée commença à prendre racine. Au cours des jours suivants, la campagne de Sandra contre Ruth se poursuivit. Elle laissa tomber des allusions subtiles dans ses conversations avec Thomas, remettant en question les motivations de Ruth et la dépeignant comme une personne trompeuse. « C'est étrange, tu ne trouves pas ?» dit-elle nonchalamment au dîner un soir. Pourquoi ne t'aurait-elle pas contacté plus tôt si elle avait tant de difficultés? Et maintenant, tout d'un coup, elle se présente, enceinte, ayant besoin de ton aide. Thomas, déjà aux prises avec le contenu de la lettre, se trouva incapable de réfuter la logique de Sandra. Ruth, pendant ce temps, restait inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'elle. Elle se concentrait sur le fait de rester forte pour son bébé, ne réalisant pas que Sandra orchestrait sa chute dans les coulisses. La tension dans la maison atteignit son paroxysme un soir où Sandra décida d'aller encore plus loin dans ses mensonges. Elle s'approcha de Thomas les larmes aux yeux, serrant son téléphone comme si elle venait de recevoir une nouvelle dévastatrice. « Thomas, je ne voulais pas y croire. » dit-elle, la voix tremblante, mais j'ai trouvé la preuve que Ruth t'a menti. Elle lui tendit son téléphone, où une série de SMS truqués apparaissaient à l'écran. Les messages, prétendument de Ruth à un autre homme, discutaient des projets pour elle et l'avenir du bébé, sans aucune mention de Thomas. La fabrication était élaborée et convaincante, laissant Thomas sous le choc. Il sentit les murs se refermer sur lui alors que les doutes qu'il avait tenté de réprimer revenaient en force. Incapable de contenir sa colère, Thomas confronta Ruth cette nuit-là. Elle était assise dans le salon, tricotant un petit bonnet pour le bébé, quand il entra en trombe, le visage sombre d'émotion.
Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire, exigea-t-il en brandissant le téléphone de Sandra. Ruth le regarda, confuse. De quoi parles-tu, demanda-t-elle, sa voix calme mais méfiante. La frustration de Thomas déborda. Ne joue pas l'idiote, Ruth. M'utilises-tu? Ce bébé est-il même le mien? L'accusation frappa Ruth comme un coup physique. Elle se leva lentement, ses mains tremblant alors qu'elle mettait de côté son tricot. Comment peux-tu me demander ça, Thomas? Dit-elle, la voix brisée. Après tout ce que nous avons traversé, comment peux-tu croire quelqu'un d'autre plutôt que moi? Mais Thomas, aveuglé par les mensonges que Sandra lui avait racontés, refusa d'écouter. Je veux que tu partes. Dit-il froidement, ses mots tranchant l'air comme une lame. Ruth le fixa avec incrédulité, ses yeux se remplissant de larmes. Thomas, s'il te plaît, commença-t-elle, mais il leva la main pour la faire taire. J'ai pris ma décision, dit-il fermement. Quand je rentrerai du travail demain, je ne veux plus te voir ici. Ruth le regarda s'éloigner, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Pendant un instant, elle songea à se défendre, mais l'épuisement de mois de tourmente émotionnelle la submergea. Elle se retira dans sa chambre, sachant qu'elle n'avait d'autre choix que de partir. Sandra, ravie de la décision de Thomas d'expulser Ruth, ne put contenir sa joie. Elle célébra silencieusement dans sa chambre, sirotant un verre de vin et imaginant sa vie débarrassée de la présence de Ruth. Mais au fil de la soirée, une pensée lancinante s'insinua dans son esprit. Et si le bébé était vraiment celui de Thomas? Cette pensée la remplit d'effroi. Elle avait déployé de grands efforts pour assurer le départ de Ruth, mais si le bébé appartenait vraiment à Thomas, ce serait toujours un lien entre eux, une menace potentielle pour la position de Sandra dans sa vie. Déterminée à éliminer cette possibilité, Sandra élabora un plan sombre et dangereux. Le lendemain matin, alors que Ruth emballait tranquillement ses affaires, Sandra rôdait à proximité, observant chacun de ses mouvements. Ruth était visiblement épuisée, son visage pâle et ses pas chancelants. Elle peinait à descendre sa valise dans les escaliers, son ventre arrondi rendant la tâche encore plus difficile. Sandra vit son opportunité et agit sans hésitation. Alors que Ruth atteignait le milieu de l'escalier, Sandra feignit de glisser, la bousculant avec suffisamment de force pour la faire dévaler les marches. Ruth laissa échapper un cri de douleur en tombant, atterrissant en un tas informe au bas de l'escalier. Sandra halta théâtralement, se précipitant dans les escaliers et appelant à l'aide. « Mon Dieu, Ruth !»« Ça va ?» cria-t-elle, bien qu'il n'y eût aucune inquiétude sincère dans sa voix. Ruth gisait inconsciente, son corps mou et sans vie. Sandra se ressaisit rapidement, composant un numéro sur son téléphone mais s'arrêtant juste avant d'appeler une ambulance. Au lieu de cela, elle envoya un SMS à Thomas, feignant l'innocence. Il est arrivé quelque chose à Ruth. Je crois qu'elle est tombée, écrivit-elle, s'assurant que son message paraisse inquiet mais détaché. Elle attendit sa réponse, confiante que son plan assurerait sa place dans la vie de Thomas une bonne fois pour toutes. Mais alors même qu'elle se tenait au-dessus du corps immobile de Ruth, une lueur de malaise traversa son esprit. Était-elle allée trop loin? Elle chassa rapidement cette pensée, se rappelant que tout ce qu'elle avait fait était nécessaire pour protéger ce qu'elle avait mis tant d'efforts à obtenir. Thomas rentra chez lui plus tôt que prévu, son cœur se serrant dès l'instant où il franchit la porte et vit Ruth gisant au bas des escaliers. Sandra se tenait à proximité, se tordant les mains et simulant l'inquiétude. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, » dit-elle rapidement. Elle a dû perdre l'équilibre. Thomas ne répondit pas, se précipitant plutôt aux côtés de Ruth. Son visage était pâle et sa respiration superficielle. Il lui secoua doucement l'épaule, l'appelant par son nom, mais elle ne répondit pas. La panique s'installa alors qu'il la prenait dans ses bras et la portait jusqu'à la voiture, ignorant les protestations de Sandra. « J'ai déjà appelé à l'aide, mentit-elle, mais Thomas n'écoutait pas. Il n'allait attendre personne, pas quand la vie de Ruth et du bébé était en jeu. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou, chaque seconde ressemblant à une éternité. Thomas jeta un coup d'œil à Ruth sur le siège passager, sa forme inconsciente un rappel douloureux de combien il lui avait manqué. La culpabilité le rongeait, plus vive que jamais. Il rejoua leur dispute dans son esprit, ses mots durs résonnant comme un refrain cruel. « C'est de ma faute », se murmura-t-il, agrippant si fort le volant que ses jointures blanchirent. Il ne savait pas si elle s'en sortirait, et cette pensée le terrifiait. La réalité de perdre Ruth, de perdre le bébé, le frappa avec une force qu'il n'avait pas anticipée.
À l'hôpital, l'équipe médicale entra en action, emmenant Ruth alors que Thomas se tenait impuissant dans la salle d'attente. Sandra arriva peu après, son visage soigneusement arrangé en un masque d'inquiétude. « Elle va bien ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais fausse. Thomas la regarda à peine, son attention entièrement tournée vers Ruth. Pour la première fois, il ressentit une once de doute quant au rôle de Sandra dans tout cela. Quelque chose dans son histoire ne collait pas, mais il repoussa cette pensée, incapable de se concentrer sur autre chose que la possibilité de perdre Ruth. Alors que les minutes s'étiraient en heures, Thomas resta assis seul dans la salle d'attente stérile, aux prises avec le poids de ses choix et priant pour une seconde chance de réparer les choses. La salle d'attente de l'hôpital ressemblait à une prison alors que Thomas était assis, la tête entre les mains, le poids de sa culpabilité l'étouffant presque. Des heures passèrent avant qu'un médecin n'émerge, son expression sombre. « Ruth et le bébé sont dans un état critique, dit-il. Elle a subi un traumatisme important, et c'est un miracle qu'ils aient tous les deux survécu à la chute. Nous faisons tout notre possible, mais les prochaines 24 heures sont critiques. » Le cœur de Thomas se serra. Les mots le frappèrent plus durement qu'il ne s'y attendait, et il hocha la tête en silence, incapable de parler. Il n'avait jamais beaucoup prié dans sa vie, mais à ce moment-là, il adressa une supplication désespérée, implorant la survie de Ruth et du bébé. Sandra, qui l'avait accompagné à l'hôpital, posa une main sur son épaule. « Elle ira bien, Thomas, dit-elle doucement, bien que sa voix manquât de sincérité. Ces mots ne firent que l'irriter, et pour la première fois, il se dégagea de son contact. Quand Thomas rentra finalement chez lui tard cette nuit-là, la maison lui parut différente, froide, vide, presque hostile. Il entra dans le salon et fixa l'escalier où Ruth était tombée. L'image d'elle gisant là, brisée et sans vie, le hantait. Il repassa l'explication de Sandra dans son esprit, comment Ruth avait soi-disant perdu pied. Mais quelque chose ne collait pas. Le ton de Sandra, son rejet rapide de l'incident et son empressement à passer à autre chose le dérangeaient. Il se rendit dans la chambre d'amis où Ruth avait séjourné et remarqua ses affaires éparpillées, comme si elle avait fait ses valises à la hâte. Sa poitrine se serra en réalisant que le chaos reflétait l'état de sa vie depuis qu'il l'avait quittée. Alors qu'il était assis sur le bord du lit, les pensées de Thomas se tournèrent vers l'intérieur. Comment avait-il pu laisser les choses en arriver là? Il avait été tellement concentré sur son succès, sur la construction d'une nouvelle vie, qu'il avait ignoré les dommages qu'il avait causés à Ruth. Il pensa à la lettre que Sandra lui avait montrée, aux SMS fabriqués, et à tous les doutes qu'elle avait semés. La culpabilité lui pesait lourdement, et pour la première fois, il remit en question les intentions de Sandra. Il décida de rendre visite à Ruth à l'hôpital dès le lendemain matin, mais alors qu'il était assis là, la prise de conscience s'imposa à lui, il avait été aveugle à la vérité pendant bien trop longtemps. L'hôpital était étrangement silencieux et Thomas arriva tôt le lendemain matin. Il trouva Ruth aux soins intensifs, son corps relié à des tubes et des moniteurs, son visage pâle et fragile. La vue était presque insupportable. Il s'approcha lentement de son chevet, ses pas hésitants comme s'il craignait que sa présence n'aggrave son état. La culpabilité était écrasante alors qu'il se tenait là, fixant la femme qu'il avait autrefois promis d'aimer et de protéger. Il tendit la main pour toucher la sienne, mais elle était froide et inerte. « Ruth, murmura-t-il, la voix brisée, je suis tellement désolé. » Les mots semblaient inadéquats, mais c'était tout ce qu'il avait. Il s'assit à ses côtés, observant le va-et-vient régulier de sa poitrine, la priant silencieusement de se réveiller. Le médecin arriva peu après, son expression grave. « Nous l'avons stabilisé pour le moment, mais la chute a provoqué un décollement placentaire, expliqua-t-il. La vie du bébé était gravement menacée, mais nous avons réussi à effectuer une procédure d'urgence pour les sauver tous les deux. C'est un miracle qu'ils aient survécu. » Le souffle de Thomas se coupa. L'idée de perdre à la fois Ruth et le bébé avait été insupportable, et maintenant il ressentait une immense vague de soulagement mêlé de culpabilité. Il demanda à voir le bébé, et l'infirmière le conduisit à l'unité de soins intensifs néonatales. Là, dans un incubateur, reposait une vie minuscule et fragile, son enfant. Thomas le fixa avec admiration, submergé par des émotions qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Le bébé était si petit, et pourtant si plein de promesses. « Tu es à moi. » murmura-t-il, sa voix remplie à la fois d'émerveillement et de regret. De retour dans la chambre de Ruth, Thomas veillait à son chevet, refusant de partir. Sandra lui avait envoyé plusieurs SMS,
demandant des nouvelles de Ruth et proposant de lui apporter à manger, mais il les ignora. Son attention était entièrement tournée vers Ruth et le bébé. Au fil des heures, il repassa chaque interaction qu'il avait eue avec Sandra au cours des derniers mois, et les doutes dans son esprit se renforcèrent. Il ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle avait joué un rôle dans la chute de Ruth, et il jura de découvrir la vérité. Pour l'instant, tout ce qui importait, c'est que Ruth et le bébé soient en vie. Il lui serra fermement la main, promettant silencieusement qu'il arrangerait les choses, quoi qu'il en coûte. Il était tard dans la soirée lorsque les yeux de Ruth s'ouvrirent enfin. Thomas, qui somnolait sur la chaise à côté de son lit, se redressa immédiatement. « Ruth » dit-il doucement, sa voix remplie de soulagement. Son regard était d'abord flou, mais en enregistrant sa présence, son expression se durcit. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle faiblement, sa voix à peine audible. La question le piqua, mais Thomas savait qu'il le méritait. « Je suis ici parce que je me soucie de toi. » dit-il, la voix tremblante. « J'ai fait tellement d'erreurs, Ruth, mais je suis là maintenant. Je veux arranger les choses. » Ruth détourna la tête, des larmes perlant dans ses yeux. « Il est trop tard, Thomas, murmura-t-elle. Tu ne m'as pas cru quand j'avais le plus besoin de toi. Pourquoi devrais-je te croire maintenant ?» Thomas sentit le poids de ses paroles, mais il refusa d'abandonner. « Parce que j'avais tort, admit-il. J'ai laissé Sandra me manipuler. J'ai douté de toi alors que j'aurais dû te faire confiance. Mais Ruth, j'ai vu notre bébé aujourd'hui. Il est magnifique. Et il est à nous. » Sa tête se retourna brusquement à ces mots, ses yeux s'écarquillant. « Tu l'as vu » demanda-t-elle, la voix brisée. Thomas hocha la tête, ses propres larmes menaçant de couler. « Oui, je l'ai vu. Il est fort, tout comme toi. » Pendant un instant, les murs que Ruth avait érigés autour de son cœur commencèrent à se fissurer. Elle voulait le croire, mais la douleur de sa trahison était encore trop présente. Les jours suivants furent un équilibre délicat entre rétablissement et réconciliation. Ruth passait du temps avec son bébé en usin, s'émerveillant de la petite vie qu'elle s'était tant battue pour protéger. Thomas restait à ses côtés, l'aidant quand elle en avait besoin mais lui laissant de l'espace quand elle le demandait. Lentement, elle commença à entrevoir des bribes de l'homme dont elle était tombée amoureuse, l'homme qui avait autrefois été son tout. Mais les cicatrices de sa trahison n'étaient pas faciles à oublier, et bien qu'elle appréciât ses efforts, elle n'était pas encore prête à lui pardonner. Thomas savait qu'il avait un long chemin à parcourir s'il voulait regagner sa confiance, mais pour la première fois depuis des mois, il ressentait de l'espoir. Il jura de se battre pour Ruth et leur famille, peu importe le temps que cela prendrait. Malgré la trêve fragile entre eux, le doute persistait dans l'esprit de Thomas. Les mensonges de Sandra avaient pris racine, et bien qu'il voulût faire confiance à Ruth, il avait besoin d'une preuve définitive. Il l'approcha avec prudence un matin alors qu'elle était assise près de l'incubateur, sa main reposant sur le plastique transparent qui la séparait de leur bébé. « Ruth » commença-t-il avec hésitation, « j'ai besoin de te demander quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui, son expression méfiante. « Qu'y a-t-il, Thomas ?» Il prit une profonde inspiration, se préparant. « Je veux faire un test ADN, dit-il. Pas parce que je doute de toi, ajouta-t-il rapidement, voyant la douleur traverser son visage, mais parce que j'ai besoin de dissiper tous les doutes. Pour nous. » Ruth le fixa un long moment avant de hocher la tête. « Très bien. » dit-elle doucement. « Si c'est ce qu'il faut pour que tu me croies, alors fais-le. » Sa voix était ferme, mais Thomas pouvait voir la douleur dans ses yeux. Il se détestait de l'avoir demandé, mais il savait que c'était le seul moyen d'avancer. Le test fut effectué le jour même, et la période d'attente fut atroce. Thomas resta près de Ruth, mais la tension tacite entre eux était palpable. Sandra, pendant ce temps, continuait de l'appeler et de lui envoyer des SMS, mais il l'ignorait complètement. Il en avait fini de se laisser manipuler par elle. Quand les résultats arrivèrent enfin, Thomas ouvrit l'enveloppe les mains tremblantes. Les mots le fixaient, clairs et indéniables, correspondance à 99,99%. Le bébé était le sien. Le soulagement, la culpabilité et un regret accablant l'envahirent tous en même temps. Il leva les yeux vers Ruth, qui le regardait avec un mélange d'espoir et d'appréhension. « C'est le mien, dit-il, la voix brisée. Il est à moi. » Ruth hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Je te l'avais dit,
murmura-t-elle, sa voix remplie à la fois de soulagement et de chagrin. Mais le mal était déjà fait, et Thomas savait que regagner son pardon demanderait bien plus que des excuses. Le poids des résultats ADN planait dans l'air entre Thomas et Ruth, témoignage silencieux de la vérité qu'elle avait toujours su. Pour Ruth, les résultats apportèrent à la fois soulagement et une profonde tristesse. Elle n'avait jamais menti à propos du bébé, mais il avait fallu une preuve irréfutable pour que Thomas la croie. Alors qu'elle était assise sur le lit d'hôpital, tenant l'enveloppe qui confirmait la paternité de l'enfant, elle ressentit un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait nommer. « Je n'ai jamais douté qu'il était à toi, dit-elle doucement, sa voix tremblante. Mais ça fait mal, Thomas. Ça fait mal que tu aies douté de moi quand j'avais le plus besoin de toi. » Ces mots frappèrent Thomas comme un marteau, et pour la première fois, il comprit vraiment la profondeur de sa trahison. Thomas tomba à genoux à côté de son lit, les yeux pleins de larmes. « Ruth, commença-t-il, la voix brisée, je ne sais pas comment te demander pardon. J'ai laissé Sandra empoisonner mon esprit, et j'ai laissé mes propres insécurités m'aveugler à la vérité. Je t'ai manqué, et j'ai manqué à notre fils. » Ses mains tremblaient alors qu'il tendait les siennes vers elle, mais elle se recula, son cœur encore trop à vif. « Tu ne m'as pas seulement manqué, Thomas. » dit-elle, sa voix s'élevant légèrement. « Tu m'as abandonné. Tu m'as laissé affronter le monde seul quand j'avais le plus besoin de toi. Sais-tu ce que ça m'a fait ?» Ses larmes coulaient librement maintenant, sa douleur se déversant par vagues. Thomas baissa la tête, incapable de croiser son regard. « Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, » admit-il, sa voix épaisse de regret. « Mais je te le jure, Ruth, je passerai le reste de ma vie à réparer ça. Je serai l'homme que toi et notre fils méritaient. S'il te plaît, donne-moi juste la chance de le prouver. » Ruth le regarda, son expression s'adoucissant légèrement, mais sa garde restait levée. « On verra, Thomas, dit-elle finalement. Pour l'instant, je me concentre sur notre fils. Si tu veux faire partie de sa vie, tu devras me montrer que tu penses ce que tu dis. » Ces mots étaient un défi, et Thomas jura silencieusement de le relever. Alors que Ruth se rétablissait à l'hôpital, la douleur physique commença à s'estomper, mais les cicatrices émotionnelles restaient. Un soir, alors que Thomas était assis à son chevet, elle finit par s'ouvrir sur les difficultés qu'elle avait endurées depuis son départ. « Tu crois savoir ce que j'ai traversé, Thomas, mais tu ne sais pas, » commença-t-elle, sa voix calme mais ferme. « Quand tu as franchi cette porte, tu as emporté plus que tes affaires. Tu as emporté ma stabilité, ma confiance et mon espoir. Je n'avais rien, et j'ai dû me battre pour chaque bribe de dignité qu'il me restait. » Thomas écoutait en silence, son cœur se brisant à chaque mot. Ruth parla des petits boulots qu'elle avait acceptés pour survivre, des regards jugeurs des voisins et des nuits où elle s'était endormie en pleurant dans un lit froid et vide. « Sais-tu à quel point c'était humiliant de nettoyer les maisons de gens qui m'appelaient autrefois leur ami ? Ou ce que ça faisait d'entrer dans une épicerie et de réaliser que je ne pouvais pas me payer les produits de base ?» Sa voix se brisa, mais elle continua. « Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Pendant un instant, j'ai cru que c'était une bénédiction, un morceau de toi que je pouvais garder. Mais ensuite, j'ai réalisé que je devais y faire face seul. Tu n'étais pas là, Thomas. Tu n'étais pas là pour me tenir la main ou me dire que tout irait bien. » La culpabilité de Thomas était écrasante, et il peinait à trouver les mots justes. « Ruth, dit-il doucement, la voix tremblante, je ne peux imaginer la douleur que je t'ai causée. J'ai été égoïste, aveugle et faible. Je ne mérite pas ton pardon, mais je veux être là pour toi maintenant. Pour toi et notre fils. » Ruth l'étudia un long moment, ses yeux cherchant sur son visage le moindre signe d'insincérité. « Les actes parlent plus que les mots, Thomas, dit-elle finalement. Si tu penses vraiment ce que tu dis, tu me le montreras. Mais je ne te faciliterai pas la tâche. Tu devras regagner ma confiance. » Ses paroles étaient fermes, et bien que Thomas sût que ce serait un long chemin, il est résolu de se montrer digne de sa confiance. Thomas quitta l'hôpital cette nuit-là avec un nouveau but. Il était déterminé à se réconcilier avec Ruth, mais d'abord, il devait affronter la personne qui avait joué un rôle majeur dans leur douleur, Sandra. Quand il arriva à la maison, Sandra se prélassait sur le canapé, sirotant du vin et faisant défiler son téléphone. Elle leva les yeux en le voyant entrer, son expression passant à une fausse inquiétude. « Comment va Ruth ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant d'insincérité. Thomas ne répondit pas tout de suite.
Au lieu de cela, il se tint dans l'embrasure de la porte, les poings serrés, la mâchoire tendue. « Comment as-tu pu » demanda-t-il finalement, sa voix basse mais remplie de colère. Sandra feignit l'innocence, posant son verre avec un soupir exagéré. « De quoi parles-tu, Thomas » demanda-t-elle, son ton léger. Mais Thomas n'était pas dupe. « Les mensonges, la manipulation, les faux messages, dit-il, sa voix s'élevant. Et ne crois pas que je ne te soupçonne pas d'avoir quelque chose à voir avec sa chute. J'ai été aveugle trop longtemps, mais je le vois maintenant. Tu as essayé de la détruire, Sandra. Et tu as failli réussir. » Les yeux de Sandra s'écarquillèrent, mais elle se reprit rapidement, son expression devenant défensive. « Je ne faisais que veiller sur toi, dit-elle, son ton sec. Elle t'utilise, Thomas. Tu ne le vois donc pas. » Thomas secoua la tête, sa colère bouillonnant. « La seule personne qui m'utilise, c'est toi, dit-il froidement. Tu ne te soucies pas de moi. Tu te soucies de mon argent, de mon statut, et de garder Ruth hors du tableau. Eh bien, c'est fini, Sandra. Fais tes affaires et sors de ma maison. Si je te revois près de Ruth ou de mon fils, je te dénoncerai à la police pour tout ce que tu as fait. » Le visage de Sandra se tordit de fureur, mais elle savait qu'elle avait perdu. Sans un autre mot, elle monta en trombe pour rassembler ses affaires. Thomas la regarda partir, un sentiment de soulagement l'envahissant. Il avait enfin fait le premier pas pour arranger les choses. Sandra quitta la maison dans un tourbillon de colère et de ressentiment, son esprit s'emballant alors qu'elle préparait son prochain coup. Elle avait sous-estimé l'attachement de Thomas à Ruth et au bébé, et maintenant elle avait tout perdu. La vie de luxe qu'elle avait soigneusement cultivée avait disparu, et il ne lui restait que sa fierté et son amertume. Alors qu'elle chargeait ses valises de créateur à l'arrière d'un taxi, elle jura de faire regretter sa décision à Thomas. « Ce n'est pas fini » marmonna-t-elle entre ses dents, la mâchoire serrée. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait plus aucun pouvoir. La façade qu'elle avait construite autour d'elle s'était effondrée, la laissant exposée et vulnérable. De retour à la maison, Thomas ressentit un sentiment de soulagement inattendu. Avec Sandra partie, le nuage toxique qui avait plané sur sa vie commençait à se dissiper. Il passa la soirée à nettoyer toute trace de sa présence, jetant les restes de leur relation. En jetant ses parfums chers et ses décorations tape à accent grave l'œil, il réalisa à quel point ils s'étaient perdus pendant leur temps ensemble. Sandra l'avait distrait du vide qu'il ressentait après avoir quitté Ruth, mais sa présence n'avait fait qu'approfondir ce vide. Maintenant, pour la première fois depuis des mois, Thomas ressentait de la clarté. Il était prêt à se concentrer sur ce qui comptait vraiment, Ruth et leur fils. La chute de Sandra fut rapide et brutale. Sans le soutien financier de Thomas, elle peinait à maintenir son style de vie. Des amis qui affluaient autrefois chez elle pour des dîners somptueux et des fêtes lui tournaient maintenant le dos, ne voulant pas s'associer à quelqu'un qui était tombé en disgrâce. Elle essaya de contacter Thomas, laissant des messages vocaux remplis d'excuses et de promesses de changer, mais il les ignora tous. Ces manipulations l'avaient finalement rattrapée, et elle dut en affronter seule les conséquences. Pendant ce time, Thomas ressentit un regain de détermination. Sandra était sortie de sa vie pour de bon, et maintenant, il pouvait consacrer toute son attention à regagner le pardon de Ruth et à reconstruire leur famille. Thomas retourna à l'hôpital le lendemain matin avec un bouquet des fleurs préférées de Ruth, le cœur lourd du poids de ses erreurs passées. Lorsqu'il entra dans sa chambre, elle était assise dans son lit, nourrissant leur bébé avec un petit sourire fatigué sur le visage. La vue réchauffa son cœur, mais lui rappela aussi tout ce qu'il avait failli perdre. « Bonjour » dit-il doucement, posant les fleurs sur la table de chevet. Ruth leva les yeux, son expression neutre. « Bonjour » répondit-elle, son ton réservé. Thomas hésita avant de s'asseoir sur la chaise à côté de son lit. « Je veux parler » dit-il. « Si tu es prête à écouter. » Ruth hocha lentement la tête, et Thomas prit une profonde inspiration. « J'ai fait tellement d'erreurs, Ruth. » Commença-t-il, la voix tremblante. « J'ai laissé mes insécurités et les mensonges de Sandra obscurcir mon jugement. J'ai douté de toi alors que j'aurais dû être à tes côtés. Et pour cela, je suis vraiment désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, mais je veux que tu saches que je suis déterminé à arranger les choses. Pour toi et pour notre fils. » Ruth écouta en silence, ses yeux fixés sur son visage. Quand il eut fini, elle soupira, son expression s'adoucissant légèrement.
Thomas, dit-elle, sa voix ferme, il ne s'agit pas seulement des excuses. Il s'agit de tes actions à l'avenir. Les mots sont faciles. Les prouver est plus difficile. Thomas hocha la tête, sa détermination évidente. Je comprends, dit-il. Et je suis prêt à faire mes preuves, peu importe le temps que cela prendra. Ruth le regarda un long moment, puis lui tendit le bébé. Si tu veux faire partie de sa vie, Thomas, tu devras aussi gagner sa confiance, dit-elle. Alors que Thomas berçait le petit paquet dans ses bras, des larmes emplirent ses yeux. Je ferai tout ce qu'il faudra, promit-il. Pour la première fois depuis des mois, Ruth s'autorisa à espérer que peut-être, juste peut-être, Thomas pourrait redevenir l'homme en qui elle avait autrefois cru. Au cours des semaines suivantes, Thomas entama le lent et ardu processus de reconstruction de la confiance de Ruth. Il passait chaque moment disponible à l'hôpital, aidant Ruth avec le bébé et lui offrant le soutien qu'il lui avait autrefois refusé. Il lui apportait des repas, restait éveillé tard pour bercer le bébé jusqu'à ce qu'il s'endorme, et écoutait attentivement chaque fois qu'elle parlait. Ruth restait prudente, mais elle ne pouvait nier que les actions de Thomas parlaient plus que ses mots. Elle voyait en lui une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis des années, et bien que son cœur fût toujours sur ses gardes, elle commença à ressentir une lueur d'espoir. Thomas prit également des mesures pour réparer les dégâts causés par Sandra. Il rencontra le médecin de Ruth pour s'assurer qu'elle et le bébé recevaient les meilleurs soins possibles, sans regarder à la dépense. Il commença également à chercher une nouvelle maison, une maison qui pourrait offrir un nouveau départ à leur famille. « Je veux que tu te sentes en sécurité, Ruth, lui dit-il un soir. Où que tu veuilles aller, quoi que tu aies besoin, je le ferai. Ruth fut touchée par ses efforts, mais elle resta ferme. Il ne s'agit pas de la maison, Thomas, dit-elle. Il s'agit de Constance. J'ai besoin de savoir que tu es là pour le long terme. Alors que Ruth se rétablissait, Thomas continuait à se montrer présent pour elle et leur fils, prouvant son dévouement par chaque petit geste. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé, mais il espérait construire une nouvelle fondation pour leur famille. Lentement, Ruth commença à baisser sa garde, s'autorisant à croire à la possibilité d'une seconde chance. Leur voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, ils avançaient ensemble. Et alors qu'ils étaient assis dans la chambre d'hôpital, berçant leur fils entre eux, ils ressentirent tous deux les prémices de l'espoir d'un avenir plus radieux. Alors que Ruth reprenait sa vie en dehors de l'hôpital, elle se surprit à réfléchir à tous les changements survenus. Les cicatrices, physiques et émotionnelles, lui rappelaient quotidiennement ce qu'elle avait enduré. Pourtant, chaque fois qu'elle regardait son fils, elle ressentait un immense sentiment de détermination. Sa vie avait été bouleversée, mais elle était déterminée à la reconstruire, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour elle-même et son enfant. Ruth décida qu'il était temps de prendre sa vie en main. Elle commença par lancer une petite entreprise en ligne, vendant des articles tricotés à la main qu'elle avait confectionnés pendant sa grossesse. Ces produits attirèrent rapidement l'attention de la communauté, et les commandes commencèrent à affluer. Pour la première fois depuis des mois, Ruth se sentit capable et en contrôle. Le chemin vers la guérison ne fut pas facile. Ruth connut des moments de doute, des nuits où les souvenirs du départ de Thomas ou de la cruauté de Sandra la hantaient. Mais elle se rappelait sa force, la résilience qu'il avait portée à travers les moments les plus sombres. Elle s'entoura de personnes qui se souciaient sincèrement d'elle, comme Madame Agatha, qui passait souvent garder le bébé pour que Ruth puisse se concentrer sur son entreprise en pleine croissance. La nouvelle indépendance de Ruth devint une source de fierté, et elle ne se sentit plus comme la femme brisée que Thomas avait quittée. Bien que son cœur fût toujours sur ses gardes, elle commença à réaliser qu'elle n'avait besoin de la validation de personne pour avancer. Thomas, pendant ce temps, respectait le besoin d'espace de Ruth et se concentrait sur son soutien à distance. Il passait souvent avec des fournitures pour le bébé ou des repas pour Ruth, veillant toujours à ne pas outrepasser ses limites. « Je veux que tu saches que je suis là pour toi », dit-il un après-midi, laissant une boîte de couches près de la porte. Ruth hocha simplement la tête, sa gratitude tacite mais évidente. Bien qu'elle appréciât ses efforts, elle restait prudente. La guérison, elle le savait, était un processus, et bien que Thomas essayât, elle n'était pas encore prête à le laisser revenir dans son cœur. Mais pour la première fois, Ruth commença à croire que sa vie pouvait être reconstruite selon ses propres termes. La vie de Thomas avait radicalement changé depuis le départ de Sandra. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une clarté quant à ce qui importait vraiment.
Ses journées n'étaient plus remplies de poursuites superficielles ou de relations toxiques. Au lieu de cela, il se concentrait sur sa présence pour Ruth et leur fils. Thomas commença à faire du bénévolat pour aider Ruth dans son entreprise, livrant des colis et faisant connaître ses produits. Il contacta même ses relations d'affaires pour promouvoir son travail, s'assurant qu'elle dispose des ressources nécessaires pour réussir. « Je ne veux pas que tu aies l'impression de faire ça toute seule », lui dit-il un soir en lui tendant une liste de clients potentiels. Ruth hésita, mais elle accepta son aide, reconnaissante de son soutien sincère. Malgré ses efforts, Thomas savait que regagner la confiance de Ruth exigeait plus que de grands gestes. Il commença à montrer son dévouement par de petites actions constantes. Changer les couches, rester éveillé avec le bébé pendant les tétées nocturnes, et apprendre à tricoter pour mieux comprendre le métier de Ruth. Chaque fois qu'il se montrait, les murs de Ruth s'abaissaient un peu plus. « Tu es différent », remarqua-t-elle un jour en le regardant lutter pour nouer une couverture de bébé en un joli nœud. Thomas leva les yeux, son expression sincère. « J'essaie, dit-il simplement. Je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner, mais je continuerai d'essayer aussi longtemps qu'il le faudra. » Le chemin ne fut pas sans difficulté. Il y eut des moments où la douleur de Ruth refit surface, la poussant à se retirer. Mais Thomas resta patient, comprenant que la confiance ne pouvait être précipitée. Il commença à réfléchir à sa propre croissance, réalisant que sa richesse et son succès l'avaient autrefois aveuglé aux choses qui comptaient vraiment. Maintenant, en regardant Ruth s'épanouir dans son indépendance et leur fils grandir de jour en jour, il ressentait un profond sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Pour la première fois de sa vie, Thomas comprenait ce que signifiait vraiment aimer et être aimé. Au fil des semaines devenues des mois, Ruth se sentit lentement réchauffée à la présence de Thomas. Elle le regardait choyer leur fils, ses yeux remplis d'une affection qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Thomas était devenu une figure stable dans leur vie, toujours là quand elle avait besoin de lui, mais ne la poussant jamais à aller plus vite qu'elle n'était prête. Ruth ne pouvait nier le changement en lui. Il n'était plus l'homme qui avait quitté leur mariage ni celui qui avait été consumé par l'influence de Sandra. Ce Thomas était différent. Humble, attentif et profondément engagé à réparer ses torts. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un pas vers quelque chose de nouveau. Un après-midi ensoleillé, Thomas surprit Ruth avec une sortie dans un parc local. « Tu as travaillé si dur », dit-il en l'aidant à charger la poussette du bébé dans la voiture. « J'ai pensé que tu apprécierais un peu d'air frais. » Ruth hésita d'abord mais accepta, curieuse de voir ce qu'il avait prévu. Au parc, ils se promenèrent sur les sentiers, regardant d'autres familles jouer et rire. Pour la première fois depuis longtemps, Ruth ressentit un sentiment de paix. La présence de Thomas à ses côtés était réconfortante, et pendant un instant, elle s'autorisa à imaginer un avenir où ils pourraient redevenir une famille. Plus tard dans la soirée, alors que Ruth bordait leur bébé, elle se surprit à réfléchir à la journée. Ça avait été simple, rien d'extravagant, mais cela avait signifié plus pour elle qu'elle ne le réalisait. Thomas lui avait montré qu'il était prêt à faire des efforts, non seulement pour la reconquérir, mais aussi pour être un père pour leur enfant. Pour la première fois, Ruth s'autorisa à espérer que peut-être, juste peut-être, ils pourraient retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Elle n'était pas encore prête à le lui dire, mais dans son cœur, un nouveau départ commençait à prendre forme. L'optimisme prudent de Ruth fut mis à l'épreuve lorsqu'une figure du passé de Sandra refit surface. Un ancien associé à elle, un homme nommé Greg, arriva au bureau de Thomas avec des accusations selon lesquelles Sandra aurait été impliquée dans des activités frauduleuses pendant leur relation. « Elle essaie de m'entraîner à nouveau dans ses combines », dit Greg, la voix empreinte d'amertume. « J'ai pensé que vous devriez savoir. Elle pourrait revenir pour causer des ennuis. » Thomas écouta attentivement, son esprit s'emballant. Il n'avait pas eu de nouvelles de Sandra depuis le jour où il l'avait mise à la porte, mais l'avertissement de Greg lui fit réaliser qu'elle n'en avait peut-être pas fini avec ses manipulations. Plus tard dans la soirée, Thomas partagea la rencontre avec Ruth, son expression sérieuse. « Je ne veux pas que tu t'inquiètes, dit-il, la voix ferme. Mais Sandra pourrait essayer quelque chose. Si elle le fait, je m'en occuperai. Toi et le bébé n'aurez plus à faire face à elle. » Ruth fut d'abord sceptique. Sandra avait causé tant de dégâts auparavant, Thomas pouvait-il vraiment les protéger cette fois? Mais au fil des jours, Thomas prouva son engagement. Il informa les autorités des affirmations de Greg et prit des mesures pour assurer la sécurité de Ruth,
notamment en installant de nouvelles serrures sur sa porte et en mettant en place un plan juridique pour s'assurer que Sandra ne puisse pas s'approcher d'eux. Sandra finit par essayer de prendre contact, envoyant une série de messages menaçants à Thomas. Mais au lieu de cacher la situation à Ruth, Thomas lui montra les messages et la rassura en lui disant qu'il s'en occupait. « Je ne la laisserai plus te faire de mal, ni à notre fils, promit-il. » Ruth l'observa attentivement, notant la détermination dans ses yeux. Pour la première fois, elle ressentit un sentiment de sécurité en sa présence. Les actions de Thomas parlaient plus que ses mots, et Ruth commença à croire qu'il était vraiment déterminé à protéger leur famille. Un soir, alors que Ruth travaillait sur un nouveau lot de couvertures pour bébé pour son entreprise, elle trouva une enveloppe posée sur la table à manger. Son nom y était écrit de la main de Thomas. Curieuse, elle l'ouvrit et commença à lire. La lettre était longue, remplie d'émotions brutes et d'excuses sincères. Thomas avait déversé son âme sur la page, racontant chaque erreur qu'il avait commise et assumant l'entière responsabilité de la douleur qu'il avait causée. « J'étais aveugle, disait la lettre. J'ai laissé mon orgueil et ma peur ruiner ce que nous avions, et je ne pourrai jamais réparer les dégâts. Mais je veux que tu saches que je te vois maintenant, Ruth. Je vois ta force, ta résilience et ton cœur. Je suis désolé pour tout. » Pendant que Ruth lisait, des larmes coulaient. Ah, sa voix plus basse. Parce que c'est ce qu'il faisait, Carole. Il ne s'en prenait pas à moi. Il s'en prenait à toi. Et je ne pouvais pas laisser faire ça. La poitrine de Carole se serra. Mais maintenant, ils diront que tu as tout perdu à cause de moi. Kenneth laissa échapper un rire sans joie. Laisse-les dire. Il lui prit le visage en coupe, son pouce effleurant sa joue. J'ai passé toute ma vie à construire quelque chose que je n'ai jamais voulu, et je ne m'en suis même pas rendu compte avant toi. Le souffle de Carole se coupa dans sa gorge. Kenneth, il expira. Je me fiche de l'entreprise. Je me fiche de Vincent ou de mon père ou du conseil d'administration. Je me soucie de toi. Son cœur battait la chamade, des larmes lui brûlant le bord des yeux. Mais si ce n'est pas suffisant? Les doigts de Kenneth se resserrèrent sur sa peau. Alors dis-moi ce qu'il est, murmura-t-il. Carole ne répondit pas, car la vérité était qu'elle ne savait pas. Elle avait passé sa vie à croire que l'amour seul ne suffisait pas. Que le monde était trop cruel, trop puissant pour laisser des gens comme elle et Kenneth exister dans le même espace. Mais en regardant dans ses yeux, en regardant l'homme qui venait de réduire son monde en cendres pour elle, elle réalisa que peut-être, juste peut-être, c'était la première fois qu'elle s'était jamais trompée. Kenneth n'avait jamais su ce qu'était la liberté jusqu'à présent. Au moment où il s'éloigna de son entreprise, des attentes étouffantes qu'il avait enchaînées toute sa vie, quelque chose en lui changea. Il avait toujours cru que le pouvoir venait du contrôle, du fait de garder une longueur d'avance sur tout le monde. Mais maintenant, debout dans son pentouse avec Carole devant lui, il réalisa que le vrai pouvoir venait de la capacité de choisir, et il l'avait choisi. Mais s'éloigner ne signifiait pas que la bataille était terminée. Les médias s'étaient déchaînés, déformant le récit en quelque chose de grotesque. Les gros titres le dépeignaient comme un milliardaire déchu, un homme qui avait jeté son empire pour une femme de ménage. Ce n'était pas la vérité, mais la vérité n'avait jamais compté pour le monde. Il donne l'impression que tu as tout perdu, murmura Carole, ses doigts agrippant le bord du comptoir de la cuisine alors qu'elle lisait un autre article brutal sur son téléphone. Kenneth se plaça derrière elle, lui prenant doucement le téléphone des mains et le posant. Je n'ai rien perdu d'important. Carole expira brusquement. Kenneth, ne prétends pas que ce n'est pas grave. Tu avais un héritage. Ce n'était pas le mien, l'interrompit-il, la voix ferme. Il la tourna vers lui, ses mains se posant sur sa taille. Ça, toi, c'est ce que j'ai choisi, et je le referai. Les yeux de Carole s'adoucirent, mais il vit le doute vaciller en eux. Elle voulait le croire, mais elle avait passé sa vie à savoir que le monde ne fonctionnait pas comme ça. L'amour ne suffisait pas. Des choix comme le sien avaient des conséquences, et ces conséquences se rapprochaient déjà. Vincent n'arrêtera pas, murmura-t-elle. Ni Eva, ni ton père. La mâchoire de Kenneth se serra. Laisse-les venir. Carole secoua la tête. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu crois qu'ils te laisseront partir? Nous laisserons partir? Elle recula, croisant les bras sur sa poitrine. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu regrettes ça. Kenneth attrapa sa main, sa prise douce mais inébranlable.
La seule chose que je regretterai, c'est si je laisse à nouveau la peur dicter ma vie. Il expira, sa voix baissant. Si je te laisse partir. Carole déglutit difficilement, son pouls martelant dans ses oreilles. Elle n'avait pas peur de lui. Elle avait peur du monde, peur de ce qui arriverait lorsque la guerre que Vincent avait commencé atteindrait son paroxysme. Mais, en regardant dans les yeux de Kenneth, en regardant l'homme qui s'était battu contre tout ce qu'il avait jamais connu juste pour être à ses côtés, elle réalisa que peut-être, pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas à se battre seule. Kenneth s'était préparé à des réactions négatives, mais ce à quoi il ne s'était pas préparé, c'était la rapidité avec laquelle tout avait dégénéré. En 24 heures, Vincent avait lancé son attaque finale, retournant tout le conseil d'administration contre lui, utilisant l'influence de son père pour s'assurer que Kenneth ne pourrait jamais récupérer son poste, et pire que tout, il s'en était pris à Carole. Kenneth s'était réveillé ce matin-là en s'attendant à la trouver blottie contre lui, mais au lieu de cela, son côté du lit était froid. Une note reposait sur l'oreiller, écrite de sa main. « Je ne peux pas te laisser tout perdre à cause de moi. Je t'aime, mais je dois partir. » Kenneth fixa les mots, sa poitrine se serrant de pure panique. Elle était partie. Elle était partie. Il aurait dû le voir venir, aurait dû savoir que Carole, indépendante, forte, têtue Carole, essaierait de le protéger de la seule façon qu'elle connaissait, en disparaissant. Mais elle avait commis une erreur. Elle l'avait sous-estimé. Au moment où Jeff entra dans son bureau, Kenneth avait déjà épuisé toutes les pistes possibles. « Elle est partie ?» demanda Jeff, le choc brillant sur son visage. Les poings de Kenneth se serrèrent. « Elle pense que je serai mieux sans elle. » Jeff soupira, se frottant les tempes. « D'accord, regarde, elle a peur. » C'est énorme, Kenneth. Les gens ne se réveillent pas un matin en décidant de combattre un empire entier. Les yeux de Kenneth brûlaient de frustration. « Je me fiche de l'ampleur de la situation. Je ne la laisserai pas partir. » Jeff expira, le regardant attentivement. « Tu l'aimes. » Ce n'était pas une question. La gorge de Kenneth se serra. « Plus que tout. » Jeff hocha la tête. « Alors trouve-la. » Kenneth n'hésita pas. Il attrapa son manteau, la détermination l'envahissant. « Je le ferai. » La ville était immense, mais Kenneth Donovan n'était pas homme à perdre ce qui lui appartenait. Il chercha partout, vérifia son appartement, vide. Demanda à Lisa, silencieuse. Alla même à la gare routière, sachant qu'elle aurait pu essayer de quitter la ville. Rien. La panique lui serra la poitrine, son esprit s'emballant avec les pires scénarios. Mais alors, une lueur d'espoir. Son équipe de sécurité suivit son activité bancaire, un petit café en périphérie de la ville. Kenneth ne réfléchit pas. Il conduisit simplement. La pluie avait commencé à tomber à verse au moment où il atteignit l'endroit, son souffle court et saccadé alors qu'il entrait. Et elle était là, assise près de la fenêtre, regardant la tempête, ses mains enroulées autour d'une tasse de café. Quand elle se tourna et le vit, ses yeux s'écarquillèrent. « Kenneth ?» Sa voix était un murmure, à peine audible par-dessus la pluie. Il ne parla pas. Il bougea, comblant la distance entre eux en quelques secondes, ses mains encadrant son visage alors qu'il écrasait ses lèvres contre les siennes. Le baiser était désespéré, exigeant, rempli de toutes les choses qu'il n'avait pas pu dire. Carole haleta, ses doigts agrippant sa veste alors qu'il la tenait serrée, comme si la laisser partir le tuerait. « Ne refais plus jamais ça, murmura-t-il contre ses lèvres. « Ne me quitte plus jamais. » Les yeux de Carole s'emplirent de larmes. « Je pensais te protéger. » Kenneth expira brusquement, appuyant son front contre le sien. « La seule chose dont j'ai besoin d'être protégé, c'est d'une vie sans toi. » Son souffle se bloqua. « Kenneth ?» Il la recula légèrement, ses mains fermes sur sa taille. « Je me fiche de l'entreprise. Je me fiche de Vincent. Je me fiche de ce que le monde dit de nous. La seule chose qui compte, c'est toi. » Il déglutit difficilement. « Je t'aime, Carole, et je ne te laisserai jamais partir. » Les lèvres de Carole tremblèrent, ses mains se resserrant sur sa veste. Elle avait passé sa vie à croire que l'amour était une faiblesse, que les gens comme elle n'avaient pas droit à des fins heureuses. Mais debout là, dans les bras de Kenneth, elle comprit enfin. L'amour n'était pas une faiblesse. C'était la chose la plus puissante au monde, et elle n'allait plus en fuir.
Elle l'attira dans un autre baiser, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux, s'accrochant à lui comme s'il était la seule chose qui la retenait au monde, car à bien des égards, il l'était. Kenneth n'avait jamais été un homme à supplier. Il n'en avait jamais eu besoin. Mais alors qu'il se tenait là, tenant Carole comme si la laisser partir le briserait, il savait qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour la garder à ses côtés. La tempête à l'extérieur faisait rage, la pluie frappant les vitres du café en vagues incessantes. Mais à l'intérieur, tout ce qu'il pouvait entendre était le battement rapide de son propre cœur. Les mains de Carole étaient toujours crispées sur sa veste, sa respiration inégale alors qu'elle essayait de digérer le poids de ses mots. « Tu as vraiment tout abandonné » murmura-t-elle, la voix brisée. Kenneth expira, écartant une mèche de cheveux humides de son visage. « Je n'ai rien abandonné d'important, corrigea Théil doucement. J'ai quitté une vie qui ne m'a jamais appartenu. Mais toi, tu es la seule chose que je ne quitterai pas. » Carole ferma les yeux, luttant contre les émotions qui menaçaient de la submerger. « Je ne suis pas parti parce que je le voulais, admit-elle. Je suis parti parce que je pensais que tu te réveillerais et que tu réaliserais que tout cela était une erreur. » Kenneth se tendit, ses doigts se resserrant sur sa taille. « Une erreur. » Sa voix était basse, remplie de quelque chose de brut. « Carole, as-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti quand je me suis réveillé et que tu étais parti? Sais-tu combien d'endroits j'ai cherché avant de te trouver? » Son pouce effleura sa joue. « Tu n'es pas une erreur, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. Si je le dois. » Carole déglutit difficilement, sa vision se brouillant alors qu'elle levait les yeux vers lui. « Je ne veux pas que tu regrettes ça, murmura-t-elle. Pas dans 5 ans, pas dans 10. Kenneth lui prit le visage en coupe, ses yeux sombres et inflexibles. « La seule chose que je regretterai jamais, murmura-t-il, c'est de t'avoir laissé penser, ne serait-ce qu'une seconde, que tu ne valais pas la peine qu'on se batte pour toi. » Il lui releva légèrement le menton. « Tu n'as pas à décider ça pour moi, Carole. J'ai fait mon choix, et c'est toi. » Carole laissa échapper un souffle tremblant, son cœur endolori par l'intensité de tout cela. Elle avait passé une grande partie de sa vie à se préparer à la déception, à la perte, au point d'avoir oublié ce que c'était que d'être choisie, d'être aimée sans condition. Lentement, elle leva les mains, les posant contre sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur. « Je t'aime, Kenneth, murmura-t-elle, s'autorisant enfin à dire les mots qu'elle avait enfouis si longtemps. Kenneth inspira brusquement, sa prise se resserrant sur elle, comme si ces mots étaient la seule chose qui le maintenait debout. « Dis-le encore, murmura-t-il, ses lèvres effleurant les siennes. Carole sourit, ses yeux brillants. « Je t'aime. » Il laissa échapper un petit rire essoufflé avant de capturer ses lèvres dans un baiser lent et prolongé, et pour la première fois, il n'y eut aucun doute, aucune hésitation, seulement de l'amour. Les semaines qui suivirent ne furent pas faciles, mais elles leur appartenaient. Kenneth avait eu raison, Vincent n'arrêta pas, les médias n'arrêtèrent pas, son père n'arrêta pas, mais Kenneth les avait tous affrontés, se tenant droit avec Carole à ses côtés. Il avait reconstruit sa vie selon ses propres termes, n'étant plus enchaîné par des attentes qui n'étaient pas les siennes, et lentement, le monde s'adapta, les gros titres changèrent, les scandales s'estompèrent, et ils avancèrent. Ce soir, alors que Carole se tenait au centre du pantouse de Kenneth, elle réalisa à quel point les choses avaient changé, à quel point elle avait changé. Elle n'était plus seulement une femme essayant de survivre. Elle était une femme pour qui on s'était battu, qui avait appris à se battre pour elle-même. Les lumières de la ville s'étendaient devant eux, une vue à couper le souffle d'un monde qui avait autrefois tenté de les séparer, mais qui avait échoué. Carole expira, laissant la musique des enceintes l'envahir. C'était la même chanson sur laquelle elle avait dansé cette nuit-là, quand elle pensait être seule, la nuit où elle ne savait pas qu'il l'observait. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres. « Tu sais, murmura-t-elle en se tournant vers Kenneth, tout a commencé par une danse. » Kenneth, qui l'observait depuis le seuil de la porte, eut un sourire narquois. « Et tu m'as fait attendre tout ce temps pour la voir de près ?» Carole rit, s'avançant. « Eh bien, taquina-t-elle en lui prenant la main, et si je me rattrapais ?» Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens alors qu'il la tirait plus près, ses yeux brûlants d'un feu qui lui fit chavirer l'estomac. « Danse avec moi, Carole, murmura-t-il, reprenant les mots qu'elle lui avait dit autrefois. Et elle le fit. Ils bougeaient lentement, se balançant au son de la musique, leurs corps s'emboîtant comme s'ils avaient été faits pour ça, l'un pour l'autre. Carole appuya sa tête contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur.
On a réussi, murmura-t-elle. Kenneth déposa un baiser sur le sommet de sa tête. Oui. Il lui releva le menton, son expression douce. Et nous réussirons toujours. Carole sourit contre ses lèvres alors qu'il l'embrassait, lentement, profondément, sans fin. Parce que ce n'était pas seulement un moment. C'était pour toujours. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.